Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va continuer, terminer même l'introduction du chapitre du thème 2 sur s'informer, avec l'action de comment s'informe-t-on aujourd'hui. On a vu dans la première partie qu'il y avait des médias qui étaient nombreux, qui étaient divers, et là on va s'intéresser dans la deuxième partie aux pratiques d'information qui sont différenciées. Et on va voir différencier en fonction de quoi. D'abord, différencier en fonction de l'âge. On en a un petit peu parlé, mais on va remettre des chiffres, là-dessus. On va aller vite parce qu'on l'a déjà un peu abordé et pour ça, je voulais m'appuyer sur un document qui est dans votre manuel, mais bon, là, vous l'avez sous les yeux, hem et qui nous montre donc on va prendre un peu le temps de lire les chiffres. Il est présenté de manière étrange, hein, vous allez voir. Ce qu'il nous dit, c'est que sur l'ensemble des gens qui lisent sur support numérique, on a, par exemple 5 qui ont plus de 70 ans. Alors que sur l'ensemble des gens qui lisent sur support papier, on a 17 qui ont 70 ans et plus. Et ce qu'on voit, hein, là où on a une coupure qui est un peu nette, c'est, la frontière entre ceux qui ont moins de 50 ans, vous avez, rose et jaune, orange et plus de 50 ans, donc rose, justement, rouge et rouge foncé. Et ce qu'on voit, c'est que cette frontière des 50 ans, elle change beaucoup. On a sur support papier une majorité des plus de 50 ans qui lisent sur support papier et une majorité des moins de 50 ans qui lisent sur support numérique. On va le noter, là, donc notez que les populations jeunes lisent, plus la presse, hein, on est sur la presse, hein, Le Monde, Le Figaro, les populations jeunes lisent plus la presse sur support numérique que sur support papier, mais c'est l'inverse pour les populations de plus de 50 ans. On a donc un changement radical, de la manière de s'informer qui correspond en fait à une fracture entre les générations. Les nouvelles générations, hein, donc comme vous, heu, n'ont pas connu, la période avant internet et on leur donne un nom, alors c'est un nom anglais. On parle de digital natives, c'est-à-dire, ceux qui sont nés dans le monde digital, donc ils sont nés, avec internet. Donc ça, hein, notez-le, hein, ce changement de manière de s'informer et ces nouvelles générations, qui n'ont pas connu la période avant internet, qui sont appelées les digital natives. Contrairement aux générations précédentes, donc ceux qui sont nés avant internet, ils sont exposés à un flux continu d'informations et notamment via les smartphones. Vous voyez bien, flux continu, ça se trouve, vous avez des notifications, qui, vous informent de ce qui se passe dans le monde, des dernières, actualités, immédiatement. Donc ça, c'est un peu pour faire le point. Plusieurs différences entre les jeunes et les moins jeunes. Déjà, on l'a dit, les jeunes et les personnes âgées n'utilisent pas les mêmes manières de s'informer, donc les mêmes supports, les mêmes médias. Mais il y a autre chose, ça va plus loin. Le rapport aux actualités est différent entre les générations. Les jeunes, ils se disent moins intéressés par les actualités. Donc ça, vous le notez. Là, je vais vous donner un chiffre, vous n'êtes pas obligé de noter le chiffre, hein. 50 des 18-24 ans, disent ne pas prêter d'intérêt aux nouvelles, alors que ça concerne seulement 25 des plus de 65 ans. Donc d'après un sondage, les, 18-24 ans sont 2 fois moins intéressés par l'actualité que les plus de 50 ans. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce chiffre, mais c'est pour illustrer cette idée. Puis les jeunes se disent moins intéressés par les actualités. Première différence. Deuxième différence, l'abondance des informations disponibles, elle s'accompagne d'une méfiance envers les médias et cette méfiance envers les médias, elle est plus marquée chez les jeunes. D'accord? Donc 3 différences en tout, hein. La première, à partir du document, c'est de dire que les jeunes et les personnes plus âgées n'utilisent pas les mêmes manières de s'informer. La deuxième, c'est de dire que les jeunes s'intéressent moins aux actualités. La troisième, qu'il y a plus de méfiance chez les jeunes. Voilà, faut que vous ayez ces 3 idées pour cette partie. Ensuite, partie d'après, différence en fonction des groupes sociaux. Groupes sociaux, c'est-à-dire, ce qu'on met dans les classes sociales, hein, populaires, classe moyenne, aisée. Et donc, au début, je voulais vous faire travailler sur un texte, mais là, je vous fais juste la prise de notes. Je vous conseille, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de toute façon, je pourrais pas savoir ce que vous avez fait, de faire pause, de lire le document déjà, quand même. Vous lisez le document et c'est intéressant si vous essayez de réfléchir dans votre tête, hein, même pas forcément à l'écrit, aux réponses aux questions. Mais en tout cas, faites pause, lisez le document et je viens sur la correction juste après. Donc, ce texte, il présente 2 manières de s'informer.
Alors lesquels? Il va présenter déjà un premier profil de personnes qui sont les personnes surinformées, c'est-à-dire très, très informées. C'est des personnes qui s'intéressent à l'information, et qui vont peu, regarder la télévision, mais beaucoup plus internet et la radio. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est des personnes qui s'intéressent peu à l'information et qui vont plutôt regarder la télévision pour s'informer et contrairement au premier groupe, internet reste une pratique plutôt du divertissement. Donc ça, c'est les 2 manières de s'informer et qu'est-ce qui explique ces différences? Ces différences s'expliquent par le niveau socio-économique. Le niveau socio-économique, il y a 2 moyens, de le situer. C'est le niveau de diplôme, par exemple, ne pas avoir son bac, avoir, un diplôme supérieur comme une licence, un master et cetera et le deuxième élément, c'est le revenu, combien la personne gagne. Donc c'est ce niveau socio-économique qui fait une différence dans la manière de s'informer. Après, il y a le texte nuance ces différences. Il dit: «Oui, il y a ces 2 grands groupes, mais, le mais, c'est que Internet permet une démocratisation de l'information». Une démocratisation, c'est-à-dire que l'information est accessible à plus de gens. Parce que ça permet, internet, la prise de parole, à des gens qui ne sont pas forcément, des journalistes et tout ça et donc ça permet de l'échange de cette information. Donc voilà, c'est ça les idées principales. On a les différences de classe sociale font qu'il y a les classes supérieures s'informent plus et s'intéressent plus aux informations. Mais, grâce à internet et aux réseaux sociaux, il y a quand même une démocratisation de l'information. Voilà, c'était ça qui était à retenir. Troisième différence, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Alors la fracture numérique, c'est l'inégalité d'accès à internet et donc, aujourd'hui, eh ben, je ne sais pas si vous voulez essayer de réfléchir, à quel pourcentage de la population mondiale est connectée à internet? Et ben, la réponse, c'est à peu près un peu plus de la moitié. Internet, donc notez ça, hein, internet, c'est diffusé dans le monde entier et le nombre d'internautes, donc de gens qui vont sur internet, augmente de manière très rapide, hein. C'est ce que vous voyez sur ce graphique, ça augmente, dans les années 90, ça n'existe pas et par exemple 2005, c'est facile, il y a 1 milliard et en 2018, on est à 4,5 milliards. Donc ça a augmenté de manière extrêmement rapide, hein. En, 13 ans, on passe de 1 à 4,5 milliards. Donc c'est multiplié par 4,5. Mais malgré ça, malgré cette augmentation rapide, les inégalités d'accès à internet, elles restent très fortes et donc c'est ça qu'on appelle la fracture numérique. Je vous montre une carte qui est, très bien, je trouve. Déjà, elle est bizarre. Elle est bizarre, c'est-à-dire qu'elle est déformée et ça s'appelle une carte en anamorphose. Anamorphose et la taille des pays est proportionnelle au nombre de gens qui se connectent à internet. On dit internaute, un internaute, c'est quelqu'un qui se connecte au moins une fois par mois et ce qu'on voit, c'est, en grand, les pays où il y a beaucoup de gens qui se connectent beaucoup à internet et puis en tout petit, là où il y a pas grand monde qui se connecte à internet. Et donc on voit que, par exemple, l'Europe, qui est beaucoup plus petite que la Russie en temps normal, on est bien d'accord, là, est beaucoup plus grande que la Russie parce que, par juste on regarde, enfin, si on additionnait la France avec n'importe quel autre pays autour, ce serait, plus en nombre, d'internautes. En couleur, vous avez la part dans la population. Donc il y a le chiffre absolu, par exemple aux États-Unis, 279 millions, eh bien ça représente 87 à peu près de la population qui se connecte régulièrement à internet. Donc, ce que vous devez noter, c'est que l'accès à internet est très inégal. On a plusieurs pays où il y a moins de 2 d'internautes, hein. Regardez, vous pouvez compter, il y en a 6. Pour donner un ou 2 exemples, hein, notez la Somalie ou le Timor oriental. Donc on a des pays où il y a moins de 2 d'internautes, alors qu'il y a des pays comme les États-Unis ou le Japon, où il y en a plus de 85. Si on pouvait faire une critique au document, c'est qu'il date de 2014 et comme on l'a vu, il y a une augmentation très rapide du nombre de gens connectés, donc ces chiffres doivent plus être très vrais et il doit y avoir, moins de pays en dessous de 2 hein, mais ça donne une idée, quand même des inégalités qui sont extrêmement fortes. Pour faire le point sur l'Afrique là, qui est, le pays où il y a le moins d'internautes, pour le moment, en fait, les 2 médias principaux en Afrique, ça reste la télévision et la radio. Mais internet se diffuse très vite grâce aux smartphones. Alors il y a très peu d'ordinateurs en Afrique, enfin ça dépend des pays bien sûr, hein, mais dans la majorité des pays du continent.
Mais il y a beaucoup de smartphones et c'est comme ça qu'internet est en train de se diffuser. Et donc on va traduire ça sous la forme d'un schéma. Je vous ai distribué avant, le fond de carte et si c'est pas le cas, c'est le moment de de montrer vos talents, pour faire un dessin et voilà, l'idée c'est de traduire la fracture numérique avec une simplification du schéma du monde. Pourquoi une simplification? Parce que l'idée c'est que vous puissiez l'apprendre et le refaire dans vos compositions, hein, ça valorise vraiment votre travail et donc voilà, ça c'est une version simplifiée du monde. Vous essayez de repérer les zones où il y a beaucoup d'internautes dans la population totale et deuxième étape, le nombre de serveurs en milieu. On voit vraiment alors là, je sais que c'est pas très bien écrit, ça a pas très bien rendu. Ici, c'est Canada et États-Unis, on a 400 serveurs. Au Japon 100, en Europe 200 et puis, Brésil 10, Chine 10, Australie 25. Heu et l'importance du débit, là, vous faites comment ça s'appelle? Des traits en fonction de l'épaisseur, ça montre l'importance. Le plus important, c'est ce fond-là, mais c'est bien d'avoir cette couche-là qui vient enrichir votre schéma. Donc vous faites pause, vous le recopiez tranquillement. Pour terminer là-dessus, la fracture numérique, c'est pas que à l'échelle internationale comme sur la carte, c'est aussi à l'échelle nationale. Donc notez bien, hein, la fracture numérique, c'est aussi à l'échelle nationale et là, on va voir l'exemple de la France. En France, il y a donc à peu près 83 d'internautes. Mais du coup, il y a des différences et ces différences, bah, regardez sur ce document, bah, il y a une grande différence liée à l'âge. 100 des 18-24 ans vont sur internet régulièrement, tous, tout le monde. Alors que si on regarde les plus de 70 ans, bah, il y en a plus que 60 et donc 11 des Français n'utilisent jamais internet, bah, c'est dans ces, plus de 70 ans et bah, il y a des différences, il y a d'autres. Il y a en fonction du diplôme. Dans les gens qui n'utilisent pas internet et ben, c'est très rarement des diplômés du supérieur, c'est plutôt des non diplômés. Et puis regardez, il y a une différence aussi, c'est par rapport au lieu de vie. C'est beaucoup plus utilisé dans les grandes villes et notamment dans les agglomérations parisiennes que dans les communes rurales. Là où les gens utilisent le moins internet, bah, vous pouvez tout additionner, hein. Les gens âgés, pas diplômés, qui vivent dans la campagne, c'est là où vous avez de chance d'avoir le plus de gens qui n'utilisent jamais internet. Et mine de rien, c'est une vraie difficulté, hein, dans la vie de pas avoir accès à internet. Voilà, c'était, bah si, notez une phrase de conclusion pour ça. Les écarts dépendent donc de l'âge, du niveau social, mais aussi, bah, des différences géographiques entre ville et campagne. Et on va faire une dernière partie qui sera très courte même en fait, sur médias et opinion publique. Médias et opinion publique, c'est un terme que vous retrouvez souvent et donc je voulais juste prendre le temps un peu de me poser dessus. Et donc vous notez, hein, tout ce que je dis là, ce sont les médias qui construisent et qui influencent ce qu'on appelle l'opinion publique. L'opinion publique, qu'est-ce que c'est? Notez la définition. L'opinion publique, c'est l'ensemble des avis et des opinions exprimées par la société. Et donc le lien entre les médias et l'opinion publique se fait de deux manières. Donc faites deux tirets, ce sera plus simple. Donc ça, c'est le lien entre médias et opinion publique. Premier lien. D'un côté, les médias, ils reflètent les préoccupations et les intérêts des citoyens. Les médias vont parler de ce qui intéresse les citoyens, donc c'est-à-dire ils vont essayer de refléter l'opinion publique. Et la deuxième manière, deuxième tiré, c'est que d'un autre côté, les médias influencent aussi les citoyens en fonction de ce dont ils choisissent de parler et de la manière dont ils en parlent. Donc deux idées, deux tirés. Il y en a un où c'est les gens, l'opinion publique qui influence les médias. Et le deuxième tiré, c'est les médias qui influencent les gens. Tout ça pour montrer en fait un cercle où médias et opinion publique s'influencent. Et donc dernière phrase à noter, hein, la notion d'opinion publique, elle est pratique parce qu'elle permet de généraliser les grandes tendances dans la société, mais il faut faire attention à ne pas simplifier ce que pensent les gens. C'est pas parce qu'il y a majorité de gens qui pensent quelque chose qu'il faut tout de suite se dire que tout le monde pense la même chose. Et voilà, c'est tout pour l'introduction, sur les médias. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite.